Hello tout le monde et bienvenue dans Becoming with Fida, le podcast où l'on devient qui nous sommes appelés à être. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Virtuose, un avant-gardiste, artiste, polyvalent, un peu dans tout. Donc, je vais te laisser te présenter un petit peu en quelques mots. Bonjour à tous. Déjà, merci de m'avoir reçu sur le podcast, ça me fait plaisir. Avec plaisir. Et moi, c'est Virtuose. On m'appelle Yavivi aussi. On m'appelle le GOAT aussi. Artiste, bruxellois, 31 ans. Et ouais, je suis dans la musique, dans la mode. Je fais du sport, dans la DA, j'ai une marque de vêtements. Je fais un peu plein de trucs. Ok, Ouais. vraiment polyvalent. Mhm. Donc, avant de parler de musique, si tu devais te présenter sans utiliser les mots artiste, producteur, rappeur, mode, tout ça, Mhm. comment tu te présenterais? Simple. Je suis quelqu'un de simple. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'affection à donner. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le partage. J'aime aider les autres. Euh, je suis marrant. J'aime bien manger aussi. J'aime bien manger. Je suis père, je suis mari. Franchement, Tu as beaucoup de casquettes, quoi. ouais, je fais quand même beaucoup de trucs. Même dans ma vie privée, genre, j'essaye de me diversifier quand même. Ok. Quel enfant étais-tu dans ton environnement familial? Donc, quand tu étais petit. Moi, j'étais l'enfant, on va dire, le plus fou. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, ma mère, quand elle était enceinte de moi, elle avait un kyste. Et les médecins, ils disaient à ma mère, ouais, votre fils, il va mourir et tout. Et ma mère, elle avait fait une prière. Elle disait à Dieu, si tu permets à mon fils de venir au monde, bah, je vais te le consacrer, tu vois. Oh, wow. Et donc, c'est comme ça que je suis né. Les médecins, ils comprenaient pas. Non, moi, je devais die, tu vois. Et puis, en grandissant, bah, je suis le seul garçon de ma famille, tu vois. J'ai que des sœurs. Donc, ça veut dire que quand j'étais petit, déjà, j'étais fan de Michael Jackson. Donc, j'entraînais mes sœurs avec moi, tu vois, je mettais des cassettes et tout, je dansais comme un fou. Et après, en grandissant, bah, je suis devenu pire. Franchement, ouais, je suis devenu pire. J'étais un enfant turbulent. En fait, j'étais turbulent. Je, je faisais beaucoup de bruit et tout, mais j'avais des limites. Ça veut dire que je savais que fallait pas que je sois impoli, fallait pas que je me bagarre, tu vois, des petits trucs de garçon, quoi, tu vois. T'étais quand même conscient, quoi. Ouais. Mais franchement, je faisais beaucoup de bêtises, j'embêtais beaucoup mes parents. Par exemple, mon père, quand je marchais avec lui dans la rue, je l'obligeais à me mettre sur ses épaules. Ok. Donc, s'il me mettait pas sur ses épaules, je pétais les plombs. Ou bien, on était dans la voiture avec mon père, il mettait Efrakata de Kofi, on mettait ça à fond. Tu vois, Ouais. mais c'était mon moyen de, tu sais, peut-être on va dire de me défouler à ce moment-là, tu vois. T'exprimais ta personnalité, en fait. Ouais, exactement. Et puis, j'embêtais beaucoup ma mère. Ma mère, c'était trop, ma mère. Ce que j'ai fait à ma mère. C'était pas méchant, hein. Oui. Mais, genre, elle mange, je vais prendre son assiette, je vais l'amener ailleurs. Et- Juste comme ça, tu vois, parce que j'avais envie de, je sais pas, j'avais envie de l'embêter. Donc, j'étais ce genre d'enfant-là. Mais j'étais aussi très rêveur. Je m'imaginais beaucoup, bah, cet hachis avec plein d'accomplissements et tout. Donc, j'étais un mix De tout de ça, tout ça, quoi. ouais. Et qu'est-ce que ton éducation congolaise, on va Mhm. dire, a construit en toi? Ça m'a donné un sens plus développé de l'art déjà. Et au-delà de l'art, ça m'a permis de savoir vraiment qui je suis, tu vois. Parce qu'il faut savoir que mon père, il me parlait beaucoup en français. Mais quand j'ai embêté ma mère, elle me parlait en lingala. Ok, Donc c'est ouais. comme ça que j'ai commencé à apprendre le lingala, puisque ma mère, elle me criait dessus en lingala, tu vois. Et du coup, ça m'a permis de connaître la langue, un peu connaître la culture. Et puis, une fois que j'ai commencé un peu à capter ça, ben, j'ai compris en fait que ça allait faire de moi la personne que j'allais devenir. Donc j'ai commencé à moi plus m'enraciner dans ça. Dans l'église dans laquelle j'allais, quand il y avait les cultes en lingala, ben, j'aimais bien rester, j'écoutais et tout, etc. Et jusqu'aujourd'hui, ça me suit, tu vois, c'est de la transmission. Et donc, je peux dire que le Congo a vraiment un impact sur ta personne, en fait. Ouais, à 100%. Ouais. Ok. Le Congo, C'est toi. j'aime beaucoup mon pays. Quand il y a la CAN, moi je joue au basket, je joue pas au foot, mais quand il y a la CAN, je regarde, je porte le Congo, je commande. Tu vois, je suis vraiment dans le truc parce que c'est mon pays et puis j'ai été plusieurs fois, on aura l'occasion d'en parler plus tard dans le podcast, tu vois, mais j'ai été plusieurs fois au Congo
Et le Congo, c'est vraiment, c'est ma patrie, c'est mon pays, tu vois. Ok. Donc ça fait partie de moi, à 100%. Ok. Et quelle différence existe-t-il entre virtuose, la personne dans la vie, et cette personne qui vient à la maison? Quelle est la différence? Ben, en fait, quand tu es un personnage public, Mhm. il y a je veux dire, il y a une forme de carapace qui se crée. Parce que, au début, quand tu commences à avoir ta petite notoriété, on va dire, quand on commence à te reconnaître, Mhm. tu penses souvent que les gens sont toujours bien intentionnés. Tu penses toujours que les gens, quand ils sont là autour de toi, c'est toujours pour ton bien. Ouais, ouais, ouais. Puis au plus tu avances, au plus tu te rends compte que c'est pas le cas. Bien Et méfiant. donc après, tu es obligé de te protéger pour ne pas laisser n'importe qui rentrer dans ta vie, pour ne pas laisser n'importe qui salir ton image, pour ne pas laisser n'importe qui euh, même s'immiscer dans tes problèmes, tu vois. Et Mhm. puis il y a des gens aussi que tu penses qui font partie de ton intimité, mais c'est quand tu as certains problèmes ou certaines réalités de la vie que tu vois que c'est des gens en fait qui n'ont jamais été avec toi, Ouais. tu vois. Donc quand je suis chez moi par exemple, j'enlève toute cette carapace, tu vois, Mhm. et je suis complètement moi. À la maison, je suis comme tout le monde, tu vois, je m'occupe de ma femme, de ma fille, puis après je joue à la play, je regarde YouTube, je bois du jus, tu vois, je mange, tu vois, je fais des trucs hyper simples, mais que les gens, tu sais, parfois quand tu es une personnalité publique, on idéalise un peu ta vie. Ouais, c'est On a vrai. l'impression que quand tu es chez toi, je sais pas, tu es dans des voitures, dans ton salon, je sais pas ce que les gens ils imaginent, tu vois, mais en fait, tu es chez toi, tu es à la maison et l'humain que je Mhm. suis, j'essaye vraiment de le garder pour mon cercle très très proche, tu vois. Ok, ouais. Même si j'aime bien rigoler et tout, mais je fais l'effort de pas rigoler avec tout le monde, mais je suis quand même ouvert, parce que c'est comme ça que mes parents m'ont éduqué, tu vois. Je suis ouvert, j'aime parler avec les gens, je suis avenant et tout, mais je sais qu'il y a des limites, Des tu limites, vois, ouais. ouais. Et est-ce que le fait que, comme tu as dit ici, que tu as remarqué qu'il y avait tes amis, donc ton cercle proche, Mhm. et les gens qui vont paraître proches, mais pas vraiment proches, est-ce que ça a eu beaucoup d'impact sur toi? Est-ce que tu as eu un moment donné où c'était difficile à propos de ça? Ouais. Moi, c'est quand je me suis marié, hein. Ou... Quand je me suis marié, Mhm, il y avait des gars avec qui je marchais tous les jours, tu vois. mhm, On avait un groupe WhatsApp, on se parlait tous les jours. Mais quand je dis tous les jours, on mhm, rigolait mhm. jusqu'à pas d'heure, tu vois. Et il y a des choses de la vie qui ont fait que aujourd'hui on marche plus ensemble, ou du moins on marche plus ensemble comme on marchait ensemble avant, tu vois. Ouais, Et ça m'a fait beaucoup de mal. Ça m'a fait beaucoup de mal parce que c'était des gens que je portais vraiment dans dans mon ton cœur, cœur, tu vois, ouais. que je voyais vraiment comme mes frères, tu vois. Parce que comme je t'ai dit, moi je suis garçon unique. Oh, Ça ouais. veut dire que j'ai ni des frères, ni des neveux pour l'instant, tu vois. Et quand j'ai eu justement cette phase-là, je pense que c'était une des phases les plus difficiles de ma vie. Parce que donc je me suis marié, on devait déménager, on était censé aller habiter dans un autre pays. Mhm. Mais quand on devait faire le déménagement, il y a des problèmes qui sont passés à Ouais, la ouais, ouais. dernière minute. Ça a ralenti tout le process. Après ça, je sais que je prendrai le temps d'en parler Mhm, dans un, dans un autre contexte, tu vois, mhm. mais il y a eu tout le process, en fait, du changement de vie, puisque tu te maries, tu voles de tes propres ailes, comme on dit, tu vois. Un Parce enfant. que toi, par exemple, quand tu es un garçon dans ta famille, tu es la figure masculine, surtout quand tes parents sont séparés, Mhm. tu es la figure masculine de la maison. Donc tu voles un peu de tes propres ailes, mais tu sais que tu as quand même un backup, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Par exemple, moi, je pouvais sortir, moi, jusqu'à 3 heures du matin parce que je suis au studio, mais je sais que je vais rentrer, ma daronne, elle a préparé, tout ça, tout Mhm. ça. Aujourd'hui, j'ai une femme, j'ai un enfant, donc oui, je sors, je sais que ma femme, elle a préparé, mais il faut que moi, je pourvoie à la nourriture Pour qu'elle va qu'elle prépare, préparer, ouais. tu vois. Et donc, ça devient une autre logistique. Tu commences à Mhm. penser à d'autres choses. Et du coup, c'est ce changement de vie-là, puis tu t'entends plus avec tes gars, tu vois que vous pouvez plus avoir les mêmes délires qu'avant, il y a des trucs que tu as envie de leur partager, mais tu peux pas. Ma fille, elle est née, ils étaient pas là, Ah ouais. tu vois. Et puis après, tu vois, ça crée du détachement au Mhm, fur et à mhm. mesure, tu vois. Après, oui, ça reste. Moi, je suis entier. Ça veut dire que les gens que j'aime, je les aime réellement toute ma vie. À Même 100%. s'ils m'ont fait du mal, je vais quand même les aimer. Donc ça Mhm. reste mes frères, je les aime quand même. Mais c'est plus comme avant. C'est un Ok. peu chacun sa vie
et je leur souhaite le meilleur, tu vois. Mhm. Et est-ce que tu penses qu'il y a eu aussi un peu de jalousie derrière tout ça ou pas? De eux, je sais pas, je pense pas, de Mhm. eux, mais d'autres personnes, j'ai déjà eu ouais, des cas où j'ai vu des gens vraiment être jaloux. Ouais. Et puis tu vois, c'est à certains steps de ta vie, tu vois, il y a certaines choses quand tu les vis, tu vois que les gens ils commencent à changer, Ça ils disent devient ah ouais, bizarre. maintenant tu es le mec et tout. Mais parce qu'ils comprennent pas que tu rentres dans d'autres infrastructures, tu Mhm. vois. Quand avant, par exemple, j'étais beaucoup plus jeune et que j'avais par exemple mes concerts et tout, je pouvais emmener tout et n'importe qui parce que vas-y, je m'en fous. Mais après, quand t'as une structure, t'as un label, t'as des gens qui sont là, ils mettent de l'argent, tu peux plus prendre des gars que t'emmenais parce que tu connais C'est tes que, gens. ouais, Tu sais quand vous allez arriver là-bas, tu sais dans quel chemin ils peuvent aller. Donc ils logique. peuvent te mettre dans des situations où Mhm. ça va devenir hyper complexe pour toi de les défendre, de te défendre, tu peux perdre des trucs, tu vois. Mais oui, moi je l'ai vécu. Quand je suis parti au festival de Cannes, j'ai vu Djamou dire, ah, t'es comme ça maintenant, tu vois, Djamou me dit, ah, fais-moi croquer, je viens à Paname, fais-moi rentrer. Je dis, Mhm. mais la famille, je peux pas. Non, tu es le malin, tu vois, c'est comme ça, tu vois. Donc oui, il y a Ouais. de la jalousie, mais il faut vivre avec. Parce que ça fait partie du jeu et Mhm. sans ça, on ne devient pas une meilleure personne. Ok. Donc moi, je l'accepte. Mhm. Et derrière ton énergie, ta personnalité, toutes tes responsabilités, quelle est la partie de toi que les gens connaissent le moins? Je pense peut-être ma sensibilité, hein. Mhm. Je pense que c'est ma sensibilité. Parce que, tu vois, tout est lié, c'est dans le contexte dans lequel j'ai grandi, les choses qui se sont passées. Et moi, je le dis toujours, j'ai perdu beaucoup d'amis qui sont décédés, déjà quand j'étais très jeune, Mhm. puis en étant plus vieux. Et puis, tu sais, par exemple, j'ai un frère, Gaël Mavinga Boss, paix à Paix à son son âme. âme. On l'a enterré la veille de mes fiançailles. Donc j'étais à l'enterrement. Le lendemain, c'était mes fiançailles. Donc imagine-toi, je suis dans la préparation des fiançailles et en même temps, je suis En dans même un deuil. temps, mhm. Ça veut dire que je vais chez ma belle famille, on parle, on rigole, on est bien. Puis tu pars au deuil avec tes frangins, vous pleurez. Puis tu reviens chez la belle famille, tu rentres chez toi, t'es dans des tempêtes émotionnelles. Puis Mhm. c'est reparti le lendemain, le surlendemain. Et puis tu fais l'enterrement, et puis l'enterrement passe. Et puis, tu vois, c'est des choses qui te marquent, tu vois. Et ça crée une sensibilité. Parce que tu peux pas tout encaisser. Le cœur de l'homme avec H majuscule, tu vois, il est fait Mhm. pour encaisser, mais avec des limites. Il y a Ouais, un moment ouais, où ouais. Tu tu ne peux craques. que devenir fou, tu vois. Et moi, en fait, au début, j'avais pas de moyen d'exprimer ma sensibilité, j'avais pas de moyen de faire tout ça. J'avais que la musique. Mhm. Ou bien, quand j'étais au quartier, c'était au quartier, mais on n'expliquait pas la sensibilité par la tristesse, c'était par la violence et par tout ce qui était négatif, tu Ouais, vois. ouais. Et donc, du coup, c'est tout ce que j'ai dû travailler. Et en fait, maintenant, j'essaie de me montrer vulnérable dans des interviews, dans des chansons et tout. Même ma sensibilité, c'est vraiment chez moi, dans mon appart, avec ma femme, ma fille, et c'est tout. Tu vois, c'est C'est vraiment vrai. le truc que personne va savoir. Peut-être que là, on parle comme ça, peut-être que je suis triste. Mais je suis pas triste parce que je suis chez Becoming with Ida, donc branchez-vous. Merci d'ailleurs. Et y a-t-il une partie de ta vie qui a façonné la personne qui est aujourd'hui? Ouais, le décès de Virtuose. Donc, en fait, Virtuose, c'était le blaze d'un de mes grands frères de cœur qui est décédé en 2010. Oh, Donc, Virtuose, c'était pas mon blaze à la ok, base. ok. Parce qu'il faut savoir que moi, quand j'ai commencé à rapper, j'avais 7 ans. Donc j'étais Ouais. très jeune. Et donc on m'a donné plein de blazes bizarres, tu vois, que je vais pas dire ici, mais on m'a donné des blazes bizarres. Mais quand, parce qu'il s'appelait Virtuose, enfin son prénom c'était Frédéric, mais Mhm. son grand frère lui avait donné le blaze Virtuose, et lui il avait rajouté le Phénix à Ok, ok, Virtuose, donc c'était ok. Virtuose le Phénix. C'est ça Ok. son blaze complet. Et il m'avait redonné ce blaze-là un jour à l'école, tu sais, il m'avait dit, Mhm. ouais, toi t'es mon petit Virtuose, Virtuose Junior, il m'appelait souvent comme ça et tout. Et puis, pour te la faire courte, ben aujourd'hui, c'est son anniversaire et le jour de sa mort. Aujourd'hui? Ouais, parce qu'il Oh, est né le 13 août et il est mort aussi le 13 août, ok, ok. tu vois. Et donc, il est né un jour après ma sœur. Ma grande sœur Cindy, c'était hier le 12 août, tu vois. Et donc, en fait, on a fêté son anniversaire et l'anniversaire de ma sœur En même temps. en même temps, le jour de sa mort. Donc, on a fêté ensemble, puis il est parti de chez moi. Ils ont fait un accident de voiture et il est mort. Et Ouh. ça m'a tué. Littéralement, ça m'a Et tué. t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 14 ans peut-être. Ouh, c'était Ouais, jeune. 14 ans, ouais. Parce que tu sais,
c'est un choc, tu vois. Je me rappelle de où j'étais quand sa maman m'a appelé pour me demander si j'étais encore avec lui. Je me rappelle comme si c'était hier, tu vois. Et ça m'a changé ma perception de la vie. Ça a changé ma manière d'aimer. Ça m'a changé ma manière même de savourer le moment présent. Tu vois, toutes ces choses-là, ça transforme une vie, tu vois. Ça transforme vraiment. Et ça, c'est vraiment l'élément qui m'a fait switcher, qui m'a donné une autre perception de la vie, tu vois. Donc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même dans ma musique, dans mon art et tout, je suis assez différent parce que j'ai une certaine manière de percevoir la vie aujourd'hui. J'ai une certaine manière de percevoir le moment que tu passes avec les gens, la considération que tu as pour les gens, parce que tout peut se passer du jour au lendemain. Gaël, Mavinga Boss, lui aussi, la semaine de son décès, on s'est vu. On s'est vu, on est là, on parle, on rigole et tout, on est là. Et puis, bam, un jour, tu te réveilles, tu vois qu'il est plus là. Tu vois, c'est des trucs, c'est des traumas, tu vois. Et parfois, nous, les hommes noirs, on n'a pas de safe space pour venir parler de nos traumas. On est là, on est obligé d'encaisser les coups, de pleurer dans notre chambre. Et puis, quand tu viens devant les gens, tu dois faire bonne figure, tu dois être fort, tu dois être la figure paternelle, tu dois être le grand frère, le petit frère, tu dois être tout en même temps. Et en fait, au final, tu n'évacues jamais. Et puis, à 40 ans, 50 ans, tu meurs d'AVC. Tu vois? Parce que c'est tous ces contextes-là. Donc, c'est des choses, qui m'ont marqué, mais je me dis que sans ça, j'aurais pas été l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Tu vois, donc. J'ai eu la même chose que toi. Mon meilleur ami est décédé il y a 2 ans. Il venait de Boxstyle en plus, comme toi. Et il est décédé jeune comme ça, électricité, machin. Et j'ai eu entendu. Et j'ai eu la même réaction que toi, en fait. Je chéris tous les moments que je passe parce que je me rends compte que on peut t'arracher tout d'un coup, en fait. Et une fois que tu vois ça, tu te rends compte à quel point chaque moment est important. Chaque personne est à considérer. Et... Surtout que, tu sais, les gens, ils ne peuvent pas comprendre ce que c'est tant qu'ils l'ont pas vécu. Quand tu l'as pas vécu. C'est quand tu le vis que tu comprends ce que c'est vraiment de perdre quelqu'un qui t'est cher et comment ça te transforme. Et l'importance de la vie aussi. C'est pour ça qu'il y a des choses, c'est futile, tu vois, et tu prêtes même pas ton attention, tu vois, genre, les gens qui parlent sur toi, les gens qui disent, ah, t'es comme ça, tu t'en fous, tu vois, parce que tu dis, à la fin des fins, demain je peux partir, vous pouvez partir, ce qu'on va dire, ça, tu vois, ça a pas d'importance sur ce qui est réellement la vie, tu vois, donc, c'est un peu ça. Ok, intéressant. Maintenant, on va parler un peu de Virtuose, l'époux, le papa. Tu es aujourd'hui donc papa et également marié. Quel rôle, enfin, on va dire, ces rôles-là, qu'est-ce qu'ils ont révélé en toi? Ils m'ont révélé que j'étais plus patient que ce que je ne le pensais. Déjà, parce qu'il faut beaucoup de patience. Être papa, c'est de la patience. Être mari, c'est de la patience. Donc, ça m'a révélé que je suis plus patient que ce que je ne le pensais. Ça m'a donné aussi juste une autre perception de moi, de mon sens de la responsabilité. Parce qu'à un moment, en fait, tu deviens le protecteur. J'ai une fille, une femme, il y a 2 femmes. Si j'avais un fils, peut-être que j'allais avoir une autre perception. Mais le fait d'avoir 2 femmes, enfin, une femme et une fille, tu vois, ça donne ce rôle, cette compréhension, en fait, de la responsabilité. Et tu sais qu'il y a tout qui dépend de toi à la fin des fins, tu vois. Donc, ça révèle un peu ce côté-là de responsable, protecteur, tu vois, tu as d'autres instincts maintenant, tu fais attention à d'autres choses. Là, par exemple, ce que ça me révèle aussi, c'est que il y a plein de trucs que je faisais avant, je me disais, mais je perdais du temps. Parce que les mêmes trucs aujourd'hui, si je dois les refaire, je me dis, purée, c'est du temps que je passe avec ma femme ou ma fille, vas-y, ça m'intéresse pas, tu vois. Je me dis, au final, ça va rien m'apporter. Tu vois, c'est des petites choses comme ça que ça révèle et c'est bien, c'est pas difficile. C'est juste bien. Tu t'adaptes, en fait. Ouais, tu t'adaptes. Franchement, moi, j'ai pas ce truc des gens qui disaient, ouais, quand tu es marié, la vie, elle sera dure. Non, ce sera dur, il faut de l'équilibre, il faut savoir où se mettre dans l'équation et ça va. En plus, être parent, je trouve, c'est une grâce qui n'est pas donnée à tout le monde. Vraiment. Même être marié. Être marié, c'est difficile pour certaines personnes.
Et donc, je trouve que c'est bien que tu puisses t'adapter à chaque situation. Ouais. Dieu merci, vraiment. Merci. Même si tu perds des amis, tu perds des gens avec ces grâces-là, finalement, Ouais. ça veut dire que il ne devait pas être là pendant ces grâces-là. Ouais. Et comment est-ce que tu trouves l'équilibre entre ta carrière, tes ambitions, etc., et ta vie de famille? Comment est-ce que tu as trouvé cet équilibre? Franchement, c'est... Est-ce que tu les cherches encore? Ouais, parce que des fois, c'est chirurgical, hein. Vraiment, des fois, tu dois être dans des calculs de fou parce que tu te dis, OK, là, j'ai tel truc. Là, on me propose un autre truc, mais je peux pas parce que je dois d'abord passer du temps avec ma femme, ma fille. Je reste d'abord avec eux, 2-3 heures, puis je vais faire tel truc. Dès que je finis, je reviens. Tu vois, en fait, tu jongles un peu avec tout, tu vois. Maintenant, j'ai un calendrier, vraiment, tu vois. Ah, vraiment? Ouais. Je sais, tel jour, je dois avoir telle personne pour tel truc, donc je mets ça là. Et tu vois, je dis à Naomi, je dis, bébé, tu vois, demain, j'ai ça, tu vois. Et puis, après, je dois me rattraper, tu vois. Quand, par exemple, je balade toute la journée, le jour d'après, je dois l'amener au resto, ou je dois l'amener, tu vois, faire des trucs pour compenser un peu ce temps-là, tu vois. Mais ce qui est bien, c'est que elle savait déjà qui j'étais. Quand je dis j'étais, c'est pas la personnalité publique, hein, mais la personne avant qu'on puisse se marier. Ça veut dire, elle savait mes engagements, elle savait comment j'étais, comment je travaillais. Donc, elle s'est jamais interposée dans mes programmes, tu vois. Ouais. Donc, je sais que je fais mes trucs et souvent, même, ce que je fais, c'est que je l'emmène avec moi. Ouais. Quand j'ai des trucs, je dis, bon, comme je sais qu'on va pas rester, par exemple, à la maison regarder un film, mais viens, on va ensemble, on doit aller en France, on doit aller en Hollande, on doit faire ça. On fait nos trucs ensemble, comme ça, on passe du temps ensemble et en même temps, ça profite à mes choses, tu vois. Ouais. Et en parlant de Naomi, ton épouse, quelle place occupe-t-elle dans ta vie d'artiste, tes ambitions, et également dans l'homme que tu es devenu? La place principale, donc c'est Dieu, et puis c'est directement ma femme. Ouh. Tu vois, parce que ça devient ton soutien, ça devient ta meilleure amie, ça devient ton aide semblable finalement, tu vois. C'est toi. Et donc quand tu fais des choses, tu sais que tu as besoin de son, je vais pas dire de son aval, mais son blue check, ça a du poids. Quand elle te dit, ouais, j'aime bien bébé, vas-y, ça te motive. Ouais. Tu vois, et quand elle te dit aussi, j'aime pas, tu recalcules, tu dis, OK, pourquoi, comment, tu vois. Donc, c'est vraiment une place centrale. Et le truc, c'est de vraiment pouvoir aussi la laisser s'exprimer dans ce que je fais. Ok. Tu vois, je suis pas... Même les personnes avec qui je travaille, tu vois. Souvent, je travaille avec des gens et quand je fais un truc, je leur demande leur avis pour aussi jauger, tu vois, si je suis bien dans ce que je fais, tu vois. Mais son avis, c'est le blue check et puis moi, maintenant, mon avis au-dessus du sien, ça scelle le tout, tu vois. Ok. Donc, c'est un peu... c'est un bon travail d'équipe. Ouais, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, ouais. Ok. Et maintenant que tu es père, y a-t-il des choses que tu as reçues dans ton enfance que tu aimerais transmettre ou pas à ton petit bébé, ta petite fille? Ouais, il y a beaucoup de choses que j'aimerais pas transmettre. Pas par l'éducation de mes parents, mais parce que, en fait, le contexte de vie était différent. Ouais. Donc, je veux pas retranscrire ce contexte de vie à ma fille. Impossible. Ok. Mais par contre, mes parents, ils m'ont donné beaucoup d'amour. Tu vois, ils m'ont beaucoup parlé. Par exemple, mon père... En fait, mes deux parents, ils sont très affectifs. Ouais. Mon père, il est hyper affectif. Il est comme moi. Il montre son amour par sa présence. Ok. Tu vois, mon père, il est comme ça. Des fois, il va m'appeler, il va me dire, oh, j'arrive à la maison, vous voulez du coca, tu vois. Je ne bois pas du coca, il dit, tu vois, il vient avec du coca, il l'emmène, et puis il est là, il boit sa bière, on regarde YouTube, tu vois, et on est là, on rigole, on parle de la vie. Et c'est sa manière de nous montrer qu'il nous aime. Qu'il vous aime, ouais. Et puis des fois, quand il part, il dit, ah, papa vous aime bien. Tu vois, il dit pas, papa vous aime, tu vois, il dit, ah, papa vous aime bien, il met ses mains comme ça, tu vois. Tu sens qu'il te dit, je t'aime ou je vous aime, tu vois, ouais. Encore tu vois, donc, mais il le montre beaucoup. Tu vois, souvent, mon papa, quand il m'appelle, quand on parle à deux, il me dit, ah, je suis fier de toi. Mon fils, je t'aime bien, je t'aime. Tu vois, des fois, il dit, je t'aime, tu vois. Mais mes parents me disent beaucoup, je t'aime. Ça, c'est bien. Ma mère, elle m'a dit ça toute ma vie, quasiment, tu vois. Ma mère, elle m'a beaucoup dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Donc,
moi, j'ai facile à aimer parce que j'ai grandi dans un contexte où mes parents m'ont donné de l'amour, même dans la difficulté. Après, oui, quand tu grandis, il y a d'autres réalités, il y a des choses qui se passent, il y a du recul que tu commences à prendre parfois par rapport à certains comportements, certains agissements. Et puis quand toi, tu deviens parent, il y a des choses que tu comprends mieux dans ce que tes parents ont fait, mais il y a des trucs que tu dis, mais en vérité, vous êtes fous d'avoir fait ça, tu vois. Mais c'est un mix de tout, tu vois. Et moi, ce que je veux vraiment redonner à ma fille, c'est tout l'amour que j'ai reçu. Ok. Je veux qu'elle se sente aimée, je veux qu'elle se sente à sa place, je veux qu'elle sente que ses dons et ses talents, je serai là pour l'aider à les développer. Bien sûr, Naomi sera là, mais moi, je parle de moi, De tu toi, vois. en tant que frère. Je vais l'aider à développer ça, avoir confiance en elle, lui dire qu'elle est belle chaque jour, lui faire des compliments chaque jour. Tu vois, je joue avec elle tout le temps. Ben, quand on était au dernier podcast, on voyait comment je faisais les va-et-vient avec elle, tu vois. Je lui donne vraiment cet amour-là parce que je sais qu'elle en a besoin, tu vois. Et je le fais aussi simplement parce que je l'aime. Elle comprend pas tout, mais moi, je sais ce que je plante comme graine dans son cœur qui va avoir de l'effet, de l'impact plus tard, tu vois. Mais c'est une bonne chose parce que ben, je trouve que les pères de la nouvelle génération cherchent à vraiment changer les choses. Ouais. Parce que les autres, c'est pas qu'ils étaient médiocres, mais ils ont fait avec ce qu'ils ont reçu. Ouais, c'était chaud. Ah, moi, il y a des fois, il y a des trucs aussi, des fois. Je vois ce que des darons font, je me dis, ah, le vieux. Non, il y en a, ils ont fait des je dis, dingues. parce que quand maintenant, toi, tu deviens père, t'es marié et tout, tu dis, ah. C'est quand tu deviens parent que je pense que t'as vraiment encore plus un regard sur purée, mais comment vous avez fait ça alors que c'est ton enfant? Il y a des darons, je vois, je dis, mais vous êtes fous. En fait, je me dis, mais moi, je peux jamais faire ça, tu vois. Mais après, il faut savoir, comme tu as dit, ils étaient dans d'autres contextes. Les papas, ils étaient dans d'autres flashs, ils avaient d'autres réalités, tu vois. Parce que nous, on est allez, on va dire les 92, 91, 90, même jusque, tu vas prendre 89, c'était les premiers darons congolais qui vraiment venaient en Belgique. Ils s'installaient, tu vois, qui captaient rien de la vie, tu vois. Ils étaient dans leur héritage culturel, et puis tu viens ici, on te change tout. L'enfant, il comprend pas, il est dans une école, peut-être où il y a que des blancs, alors qu'il était dans une école de Renoir. Il doit s'adapter, on se moque de ses cheveux, on parle de lui, tu vois, on lui dit singe, tu vois, des trucs comme ça. C'est des trucs qu'on a vécu, tu vois. Moi-même, quand j'étais à l'école, il y avait des profs, des fois, qui avaient des blagues un peu racistes. Mais moi, comme j'étais trop une terreur, moi, je les choquais, tu vois. Ah, moi, je les choquais. Donc, du coup, je comprends que nos parents, quand ils sont arrivés, il y avait des réalités, tu vois. Ils avaient, nos darons, ils faisaient pas forcément de sport, tu vois. Non. Ils avaient même pas un truc où ils disaient, allez, je vais aller jouer au foot avec mes potes pour aller un peu me vider l'esprit. Ils allaient au bar, ils devaient boire pour qu'ils oublient tout. Et puis, il rentre à la maison, il a trop bu, il fait la folie. Mais en fait, lui, de base, il voulait pas faire la folie, il voulait juste se vider l'esprit. Mais, tu vois, succession de soupes, tu vois. Ouais, non, vraiment. Mais vraiment, aujourd'hui, nous, les jeunes papas, on essaye de changer les choses et de donner les bons outils à nos enfants pour qu'ils deviennent, eux, des meilleurs parents pour leurs enfants et ainsi de suite, tu vois. Mais c'est une bonne chose parce que il est temps de changer les choses. Ouais. Et j'aimerais savoir quelle place occupait Dieu quand tu étais petit et celle qu'il occupe aujourd'hui. Bah, Dieu, il a toujours occupé une place centrale dans ma vie. C'est toujours le centre de tout. Et s'il n'y avait pas Dieu, je ne serais pas en vie. Ça, c'est sûr et certain. Et j'ai vu des choses où moi, je ne peux jamais nier l'existence de Dieu. Je sais que Dieu existe. J'ai vu des choses. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais pas ce même rapport. Parce que tu sais, on te transmet l'héritage religieux, on va dire, tu vois, tes parents, ils viennent, ils disent, ah, nous, on croit en Jésus, bam, ils t'imposent. Ils posent pas de questions, tu vois, t'es là, t'acceptes, tu dis, oh, bah, ok. Puis tu vas à l'église, tu comprends rien, mais t'es là, et ce qui est bien, c'est que l'église, ça nous empêchait quand même, dans une certaine forme, de pas aller faire n'importe quoi dehors. Parce qu'il y avait répétition samedi, mercredi, truc des jeunes, dimanche culte, vendredi, culte de je sais pas quoi, et puis veiller, et puis truc. Donc, en fait, je passais à l'école et à l'église, tu vois. Donc oui, j'avais cette conception-là de Dieu, mais c'est en grandissant que j'ai forgé ma propre ma propre relation, mais aussi mes propres skills, tu vois, dans ma compréhension
tu vois, moi, je suis pas pour les religieux. Moi, je suis pas pour ça. Je suis avec toi. Les religieux, tu vois, ça n'engage que moi, hein. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, je suis pas pour les religieux. Tu vois, je suis pour ceux qui sont dans la relation avec Dieu. Parce que c'est ce que Dieu nous demande. C'est d'avoir une relation avec lui. Et moi, aujourd'hui, je suis père. Donc, en fait, je fais des schémas dans ma tête. Je dis, on m'a toujours dit que Dieu est mon père. Ok, j'accepte. Ok, je suis père aujourd'hui. Donc, je vois le regard que ma fille a sur moi. Donc, c'est le même regard que je dois avoir moi vis-à-vis de Dieu. Et quand maintenant, moi, je regarde Dieu comme on me l'a montré quand j'étais jeune, mais mon daron, s'il est comme ça, mais c'est que mon daron, il m'aime pas, en fait. Parce que mon daron, il veut ma mort. Tu vois, c'était le moindre truc, pas, tu vas en enfer. Tu vois, c'est comme si t'es un enfant, tu casses un verre à la maison, tes parents, ils te chassent de la maison, ils prennent tes habits, ils jettent par la fenêtre, ils t'envoient dans... Mais c'est pas, ça existe pas, tu vois. La loi. Ouais, un père responsable, c'est un père qui sait reprendre son enfant quand il fait mal, mais c'est aussi un père qui a beaucoup d'amour à donner à son enfant. Et c'est d'abord de l'amour que tu donnes à ton enfant, tu vois. Donc nous, quand on nous a donné cette conception de la religion, c'était un Dieu qui était méchant, qui était sévère, qui était à cheval, tu vois. Dès que tu pèches, c'est fini, tu vois. On vient à l'église, on dit devant tout le monde, ah lui, il a fait ça. Mais au final, est-ce que c'est vraiment l'amour? Tu vois? Et donc, quand j'ai compris, en fait, que les religions séparaient les hommes, et surtout séparaient même les hommes de Dieu, je me suis dit, il fallait pas, en fait, que je sois dans quelque chose de religieux, mais il fallait que je sois vraiment dans une relation avec Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, je vis encore mieux ma relation avec Dieu, parce qu'en fait, je le considère comme je considère mon daron. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, je lui parle et je dis, ah, tu vois, je lui dis un peu ce que j'ai sur le cœur. Je dis, tu vois, ça, comment je dois faire? Quel conseil tu me donnes? Comment tu veux que je fasse? Donne-moi un signe. Montre-moi, tu vois. Comme, par exemple, avec mon daron, quand il est chez moi ou quand j'ai un truc. Par exemple, quand je devais me marier, je dis, ah, papa, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment je dois faire? Comment je dois me comporter? Et puis il me dit, ah, tu vois, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ben, c'est pareil. C'est de la même manière que je perçois Dieu dans ma vie. Tu vois. Donc, ça a une place hyper centrale, mais je laisse Dieu être le centre et pas la religion être le centre de ma relation avec Dieu. Ben, c'est un très bon point que tu as abordé parce que, justement, quand on voit ta personne et quand j'ai creusé sur ta personne pour faire cette interview, j'ai regardé maintes et maintes interviews. Ah ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que tu es chrétien, mais que tu es toi, en fait. Oui. Tu ne veux pas être dans une case. Non. Et je trouve que c'est à féliciter parce que j'ai l'impression que que la religion, les chrétiens a créé des clones, des répliques, des clones. Tout le monde fait la même chose. Tout le monde veut être cadré selon un certain prisme. Et quand tu es un peu différent, directement, tu es un sorcier, tu es ceci, tu es un truc, un machin. Et en fait, c'est tout des pharisiens, en fait, c'est ça? Oui, c'est des pharisiens, si on dit la vérité. La pharisien, faut stopper. C'est ça, c'est des pharisiens qui, en fait, eux-mêmes ne sont pas parfaits et qui cherchent la perfection chez les gens. Comme toi, par exemple, t'es un artiste, on va directement te catégoriser de artiste chrétien qui doit faire ça et juste ça. Ouais. Et donc, moi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Parce que je sais que c'est quand même un sujet important par rapport à toi, en fait. Oui, bien sûr. Moi, je suis contre ça. Je suis contre ça parce que faut que je l'explique avec des mots qui ne vont pas dépasser ma pensée. Parce qu'en fait, moi, le premier problème que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de pasteurs, pas tous, il y a beaucoup de pasteurs qui abusent de l'autorité spirituelle qu'ils ont sur les gens et qui commencent à transmettre leur perception de la chrétienté sur des humains qui, eux, peut-être sont encore en phase d'apprentissage. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que, tu vois, si on est tous les enfants de Dieu, et je reprends le cas... tu sais, de ma fille. J'ai pas encore des enfants, mais j'en aurai par la grâce de Dieu. Amen. Mais, tu vois, quand tu es père, ce que tu punis chez ton enfant, c'est ses intentions. C'est pas ce qu'elle a fait. C'est l'intention dans laquelle elle a fait ce qu'elle a fait. Parce que quand t'es parent, tu connais le cœur de ton enfant.
Moi, aujourd'hui, ma fille, elle a 8 mois. Je vois déjà des traits de son caractère. Donc, il y a des trucs, je sais que, elle est comme ça. Et comme elle est comme ça, il y a des choses que je vais lui apprendre, qui, je sais, par exemple, quand j'aurai mon fils, je vais pas lui apprendre de la même manière parce qu'ils n'auront pas le même caractère. Donc, je peux pas prendre une éducation et la mettre copier-coller sur chacun de mes enfants parce que c'est pas les mêmes êtres. Et le problème des chrétiens, c'est que à la fin, ils commencent à ne plus percevoir qu'ils sont des êtres différents. Ouais. Ils commencent à tous se dire, ok, moi, par exemple, mon exemple, c'est un tel. Donc, je vais être comme lui. Alors que Dieu t'a appelé à d'autres choses. Tu dois être dans un autre couloir. Tu dois faire d'autres choses. Tu dois comprendre d'autres choses de la vie. Mais t'es tellement buté à imiter quelqu'un qui, au final, n'est même pas Dieu et qui n'est même pas la représentation de Dieu dans ta vie que tu vas passer ta vie à imiter ou aller dans un point qu'au final, tu ne devais jamais aller. Tu vois? Et moi, j'ai vraiment, vraiment ce problème-là. Moi, j'ai toujours dit à Dieu, j'ai dit, Dieu, tu vois, moi, je suis un gars, t'as vu comment j'ai grandi. Tu sais ce que j'aime, tu sais ce que je suis. Et je vais pas travestir ça. Je suis comme ça. Parce que si je suis vrai avec toi, je pourrais être vrai avec les gens. Mais si moi, déjà, je te fais des semblants, ben en fait, ces semblants-là, je vais les faire aussi avec les gens. Et du coup, la mission pour laquelle tu m'appelles, ben, je vais la fausser. Je vais déjà fausser tous les calculs. Parce que je vais dire aux gens, faites ci, faites ça. Alors que moi-même, je suis pas dans ce que je dis que les gens doivent faire. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis dans un truc où je me dis, le don et le talent que Dieu te donne, tu peux en faire ce que tu veux. C'est pas parce que moi, c'est moi qui ai choisi de faire de la musique gospel. On me l'a pas imposé. J'ai choisi. Parce que Dieu, quand il te donne des skills, il te laisse le choix. Il te laisse le choix. C'est pas parce que tu sais chanter que forcément tu dois faire de la musique gospel. Parce que t'es chrétien. Ça n'existe pas. C'est pas obligé. C'est si tu te dis, mon don, mon talent, je vais le mettre au profit de Dieu, alors là, tu le fais. Mais si toi, tu sens, par exemple, que tu veux parler, je sais pas, de la vie, des roses, des arbres et tout, tu veux le faire, tu peux le faire, tu vois. Mais il faut juste que tu sois conscient que si tu pars dans un chemin spirituel, tu auras un impact spirituel sur la vie des gens. Donc, tu vois, donc pour moi, c'est vraiment, sois sûr de ce que tu fais. Parce que il y a 3 métiers avec lesquels on joue pas. Et c'est les 3 métiers où Dieu permet à l'humain d'avoir la vie des gens dans ses mains. C'est médecin, pilote et chef religieux. C'est des trucs avec lesquels tu peux pas jouer. Donc quand moi je vois qu'il y a des chrétiens au final qui sont là, ouais mais lui, parce que moi on m'a insulté, moi quand j'ai commencé on me dit ouais lui il est loxé, il croit pas en Dieu et tout et tout. J'ai ok, mais vos pasteurs qui sont en costume, qui trompent leurs femmes ou qui se tapent les gens de l'équipe de louange, on dit quoi maintenant? Preach, tu vois? s'il vous plaît. Donc moi j'étais pas d'accord avec ça, tu vois, j'ai jamais été d'accord avec ça. Je me suis toujours dit que les chrétiens, ils aiment vivre dans le paraître. Ils aiment qu'on les voit bien. Parce que ça satisfait leur ego. Ils se disent, ouais, moi, quand je vais arriver à l'église, on va me voir avec mon gros carnet, ma grosse Bible, ma longue jupe, on va me dire que je suis une bonne chrétienne. Mais on sait qu'à la maison, tu vois, on sait ce que tu fais. Il y a des gens qu'on voyait les dimanches à l'église, ils sont là, ils chantent, ils pleurent et tout, mais on sait comment, dehors c'était chaud, on sait comment, tu vois, on était en train de les faire, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était juste pour se donner des genres. Et encore une fois, pour terminer ma pensée, c'est que moi, je suis sûr, aujourd'hui, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Mais je suis sûr que Dieu préfère un chrétien qui est vrai, qui tombe, mais qui est sincère dans sa relation avec lui, que quelqu'un qui se donne une bonne figure devant les gens, mais qui dans le privé, en fait, vit pire que les gens qui sont en train de vivre dans la difficulté. Tu vois, donc moi, je suis artiste, oui, gospel, je fais de la musique gospel et tout, mais je suis un artiste. Dieu m'a donné l'âme d'être un artiste, d'être un créateur, parce que lui-même, c'est un artiste, lui-même, c'est un créateur. Tu vois, et je suis désolé, Dieu, quand il a créé la terre, il a pas dit c'est la terre chrétienne. Quand il a créé la mer, il a pas dit voilà, ici c'est la mer chrétienne et là c'est la mer païenne. Quand il a fait les animaux, il a pas dit ok, ça, les lions c'est les animaux païens et les chevaux c'est des animaux chrétiens. Il a pas dit ça. Il a fait les animaux, le ciel, la terre, il a pas mis d'appellation. Il sait que c'est sa création à lui. Et qu'il sait que comme c'est sa création, ça provient de son énergie, donc c'est son esprit qui est dedans. Pareil pour nous en tant qu'artistes.
Mais comme les gens, ils veulent tout mélanger, on se retrouve dans des problèmes et voilà, c'est comme ça que ça finit mal. Ok. Je suis très, très d'accord avec toi et merci d'avoir mis les points sur les i. Parce que moi, je trouve que c'est dommage qu'on veut toujours mettre les gens dans les cases. Oui. Et moi, par exemple, je suis quelqu'un, moi, je vais à l'église, etc. J'aime beaucoup mon église, mais c'est vrai que je me retrouve pas dans les gens de l'église. Et j'ai l'impression d'être un peu un vilain petit canard parce que je fais des choses autres. Par exemple, mon podcast, combien de fois on m'a pas dit « Pourquoi tu fais pas un podcast chrétien ?» Et parce que pour moi, ça n'a pas de sens de faire un podcast chrétien parce que si je vais faire un podcast et que je veux amener des gens à Christ, c'est pas en m'étant chrétien que les païens, comme vous les appelez, vont venir dans mon podcast. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours eu du mal parfois avec les gens qui sont à l'église parce que je me retrouve pas. J'ai l'impression d'être un vilain petit canard. Ben oui, t'as raison. Et moi-même, j'étais comme ça. Je venais à l'église, je me disais, oh, mais qu'est-ce que je fais ici en vérité? Tu vois, parce que tu fais des trucs, on te dit, ouais, mais t'as pas le droit de faire ça, tu peux pas être ici. Tu dis, mais sur base de quoi vous dites ça? Sur base de quoi? Et les gens, ils aiment trop mettre tout chrétien. Oui. Tu vois, boisson chrétienne, sandwich chrétien. Mais la famille m'a quoi vous jouez? À quoi vraiment les gens ils jouent? Tu sais, j'ai vu, je te promets, je crois que j'ai vu boisson chrétienne. Mais ça n'a aucun sens, carnet chrétien. Tu vois, c'est n'importe quoi. Sac chrétien. Non, c'est pas ça. En fait, le vrai chrétien, c'est celui qui a conscience de sa foi, qui sait que Christ est le centre de sa vie, mais qui sait aussi faire la part des choses. Parce que quand on prend l'exemple de notre Yaya à tous, Jésus, quand il est venu sur la terre, il était stratège. Il savait à qui parler et comment parler aux gens en fonction de où ils étaient émotionnellement, physiquement, spirituellement. Il adaptait toujours son discours parce qu'il était stratège, il savait. Quand Jésus il est venu, tu sais, il n'avait pas besoin de venir dire « Oui, venez, je vais vous emmener à une sortie chrétienne, on va aller marcher entre chrétiens et on va aller... » Non, il allait avec ses 12 disciples, il se déplaçait et il savait que quand il allait venir, il allait tout rafaler parce qu'il savait quel esprit il avait en lui, tu vois. Donc des fois, t'as pas besoin de dire chrétien. Et surtout, le pire, c'est que au plus on utilise mal ce mot, au plus maintenant, les gens qui sont pas chrétiens, ils nous voient comme des idiots, en fait. Mais c'est pas parce qu'ils sont contre notre croyance, c'est parce que nous, on utilise trop mal ce terme sur des choses qui n'ont pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, tu mets tout dans des boîtes, tu commences à tout séparer en te disant, bon, ok, ça c'est un jus chrétien, ça c'est un jus pas chrétien. Donc, c'est-à-dire, si tu bois ça, tu vas aller en enfer, c'est ça que ça veut dire? Tu vois, donc, c'est des choses qui, franchement, qui n'ont pas de sens. Il faut juste prendre la foi, les bons éléments, les mettre dans tout ce que tu fais et Christ va se manifester. C'est assez. Être le meilleur, c'est déjà représenter Christ, c'est déjà être chrétien. Tu vois ce que je veux dire? Être le meilleur, quand tu viens, tu fais un podcast, tu défonces tout. Ben, quand on va te demander, oh, comment tu fais ton podcast, tu dis, ah, c'est Christ. Ah, ok, là, les gens disent, ah, ok, parle-moi en plus. Mais si tu viens, tu dis podcast chrétien, tu viens, les gens, ils captent pas, ton émission, elle est mal faite et tout, tu vois, tu vois, c'est bizarre, tu vois, donc, non, c'est des trucs, moi, avec lesquels je trouve que les gens abusent, même si c'est ma communauté, tu vois, moi, on est ensemble, c'est mes gens. Mais il faut de temps en temps qu'on tire les oreilles et qu'on remette l'église au milieu du village. C'est important. Bon, maintenant, on va parler un peu de la naissance de Virtuose, l'artiste. Donc, tu as commencé en étant batteur, si mes recherches sont bonnes. Tu as performé à 7 ans dans le théâtre Saint-Michel. C'est ça. Mais comment maintenant cet artiste, petit artiste de 7 ans, est devenu virtuose aujourd'hui? Ouf! Ben, en fait, j'ai commencé en tant que batteur à l'église et tout. Et puis après, on a fait un groupe de rap avec Moja et Jason, à qui je fais un big up. On a fait un groupe de rap et on a fait 11 ans ensemble. Et il faut savoir que nous, quand on a commencé à faire du rap chrétien, non, je vais juste même dire, on faisait du rap, mais on parlait de Dieu dans notre rap. Tu vois, c'est plus ça, en fait, la vraie explication. Et donc, du coup, quand on a commencé, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Tu vois, nous, on avait Skyblog, MySpace, Skype, tu vois, nous, on avait tout, tu vois, un truc qui sonne là, tu vois, tu dois appeler des gens, vous mettez des fils comme ça pour faire écouter vos couplets, tu vois, c'était n'importe quoi, tu vois. Et donc, du coup, quand on a commencé dedans, ben, on a commencé à avoir un engouement.
Et cet engouement, on a commencé à aller faire des scènes, on a commencé à aller rapper dans certains endroits. Et au fur et à mesure, ben, notre nom, il est devenu grand dans le milieu, tu vois. Et puis en 2014, on s'est séparés. Et en 2015, je commence ma carrière solo. Et quand je commence ma carrière solo, Dieu merci, je fais mon premier clip Moto Moto. Et on est tous habillés en Adidas. On sort le clip Adidas m'appelle pour une collab. Et c'est comme ça que ça a commencé, ouais. Dingue. Ouais, ça a Ok. commencé comme ça. Et puis, clip. Et puis, ah, t'es pas un tel, un tel. Et comme je connaissais, parce que je suis de Bruxelles, donc je connais trop de gens dans la ville. Et donc, comme les gens me connaissaient déjà, les gens m'ont naturellement donné de la force. Et puis, de fil en aiguille, c'est monté. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ok, dingue. Avec le temps, Virtuose est-il devenu une extension de toi ou c'est devenu une sorte de d'armure C'est qui protège ta un peu des personne? deux. Un peu des deux. C'est une très bonne question. Un peu des deux. Parfois, c'est une extension de moi. Mhm. Mais l'armure, c'est vraiment quand je suis en terrain hostile, entre guillemets. Ouais. Quand je suis dans un endroit où je connais pas mes premiers trucs, là, je suis vraiment fermé, tu vois. Mais sinon, c'est un peu des deux, ouais, c'est un peu des deux. Ok, ok. Ouais. Tu es batteur, artiste, sportif, producteur, fondateur de Holy Gown, qui est ta marque de vêtements, Ouais, haute couture. ouais. Voilà. Toutes ces facettes répondent-elles à une seule vision de toi ou à différents besoins de ta personne? Un peu des deux. Mais je pose des bonnes questions, hein. Venez chez Ida. Venez devenir ce que vous devez devenir chez Ida. Non, c'est un peu des deux. Un peu des deux parce que il y a des besoins dans la communauté Mhm. où je me sens légitime de pouvoir faire certaines choses, comme par exemple ma marque de vêtements. Tu vois, j'ai pas dit c'est une marque chrétienne, Ouais. mais le slogan c'est le plus célèbre vêtement de Jésus. Ouais. Tu vois, mais j'ai pas dit que c'est une marque chrétienne. Parce que généralement, bon après voilà, il y en a qui aiment par exemple des t-shirts avec des versets écrits et tout dessus. Mais moi je voulais faire un truc différent. Je voulais ramener une autre manière de s'habiller, je voulais ramener un autre contexte, un autre concept. Donc je savais qu'il y avait un besoin. Mais c'est vrai que tous ces besoins-là doivent me faire arriver à un objectif. Et un objectif musical que je me suis donné, c'est gagner un Grammy. Ouh, Ouais, ça c'est... Je dois le vivre avant ma mort. Obligé. tu l'auras. Amen. Merci Nzambe. Tu accompagnes et produis également d'autres artistes. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de devoir porter la vision de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que ça t'a appris sur ta propre carrière? Franchement, ça me fait du bien d'aider les autres. Parce que Mhm. moi, quand j'étais plus jeune, ben, déjà, dans le groupe dans lequel j'étais le plus petit. Donc, j'étais pas toujours celui qu'on écoutait le plus, même si, bien sûr, c'est Moja et Jason, c'est la famille, tu vois. Mhm. Donc, c'était peut-être pas eux, c'était pas eux directement, mais on va dire le contexte, tu vois, faisait que, bah oui, moi, quand j'avais besoin de trucs, il y avait pas forcément des gens qui pouvaient m'aider comme je voulais être aidé, etc., tu vois. Mais Mhm. j'ai compris que c'était important quand tu as la possibilité d'aider les gens de les aider. Parce que tu sais pas le bien que ça leur fait. Mhm. Tu vois, et donc, oui, moi, il y a des artistes que j'épaule, tu vois, quand ils veulent se lancer dedans, je les amène dans des concerts, dans des trucs, je les fais découvrir au public, je les ramène dans des cadres pour qu'ils puissent faire leurs dents. Et une fois qu'ils ont fait leurs dents, je les laisse voler de leurs propres ailes, tu vois. Mhm. Je m'accapare même pas leur carrière. Je sais que c'est moi qui les ai lancés, ils le savent aussi, et ceux qui le savent, mais sinon, je les laisse vraiment après s'émanciper, Mhm. faire leur Mhm. truc. Parce que je sais que moi, avec l'expérience que j'ai, je sais directement leur donner les bons conseils, les bons filons, les mettre en relation avec les bonnes personnes pour que ça puisse bien se passer, Mhm. tu vois. Donc, Ok. c'est Et ça. derrière tout ce que tu as construit, quel a été le moment le plus difficile de ton parcours où tu t'es peut-être dit, est-ce que je continue? Quand j'ai eu mon accident, Oh, 2019, c'était quoi? C'était... trottinette et voiture. Ouh, Ouais. ok. Et en fait, j'ai fait un accident et l'os de ma cuisse était rentré dans mon genou avec le choc. Le médecin, il voulait, je devais avoir une seule jambe, moi, normalement. Le Sacré. médecin, il me disait, on va couper ta jambe et tout et tout. Et ouais, j'avais vraiment, j'étais dans le mal. J'avais une barre de fer dans la jambe et tout. Ouais, j'étais au bout de ma vie, vraiment. Oh my Et là, je God. disais, non, je pense pas que je vais continuer. Je me suis dit, non, je vais arrêter. Parce que j'étais trop dans le mal, tu vois. Émotionnellement, c'était trop, trop dur.
Et puis depuis, mon corps, il est plus le même, tu vois. J'ai des réflexes différents, genre je sais plus dormir sur le côté. Depuis 2019, je dors sur le dos, par exemple. Je sais plus dormir sur le côté parce que ma jambe, elle me fait trop mal, tu vois. Mais quand c'était arrivé, c'était encore pire. Et je me disais que j'allais pas être capable de surmonter ça. Parce que le choc était trop fort, émotionnel, tu vois. Mais après, ouais, Dieu merci, ça va, ça a été et tout. Mais ouais, je pense que c'était le moment où je me suis dit non, je pense pas que je pourrais continuer. Ok. Dingue. Dinguerie. Ouais, On connaît pas ce que les gens ont vécu, vraiment. ouais, vraiment. On va parler un peu de ton parcours musical Ouais. et de Road to MCX. Ouais, Donc, en 2018, tu sortais En attendant MCX. ouais, Après, il y a eu la période Ya Vivi. ouais. 2, 1, 3. Mm. Ensuite, il y a eu les différents singles jusqu'à aujourd'hui, Road to MCX. Ouais. Lorsque tu regardes l'ensemble de ces projets, quelle évolution humaine et artistique vois-tu? Bah, je vois que je suis devenu un homme plus accompli déjà, puisque quand j'écoute mes sons, je m'écoute pas beaucoup. C'est vrai? Non, je m'écoute pas beaucoup. En fait, je m'écoute beaucoup quand c'est pas encore sorti. Une fois que c'est sorti, je m'écoute plus. Ah, je vois ce que tu veux Tu dire. vois, une fois que c'est sorti, vas-y, c'est plus à moi, tu vois. Et quand j'écoute les sons, en fait, déjà, ce que j'ai toujours voulu faire, c'est que ma musique soit en phase avec ma vie privée. Oui, ok. Tu vois, que, en fait, lorsque tu entends les sons et que tu me connais dans l'intimité, tu sais pourquoi j'ai dit ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ben, comme tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai perdu des potes à la période de mon mariage. Ben, dans l'intro de Roto MCX, la première phrase que je dis, c'est j'ai perdu des potes, comme des AirPods, j'ai perdu le fil. Tu vois, parce que j'ai pas compris ce qui s'est passé, tu vois. Ouais. Mais ça, par exemple, c'est des choses qu'au fur et à mesure, je développe, tu vois, pour que je puisse sentir mon évolution musicale, mais que je puisse voir aussi que mon évolution musicale est au même rythme que l'évolution de ma personne. Ou du moins que mon évolution musicale arrive à se connecter avec mon évolution personnelle. Puisque peut-être personnellement, je vais aller plus haut, mais que pour la musique, tu dois un peu diluer, tu vois, pour le message et tout. Donc, j'essaye vraiment d'être en symbiose entre les deux. Ok. Et moi, ma question, c'est que signifie réellement MCX? Et pourquoi ce nom t'accompagne-t-il? Je peux pas encore dire, mais c'est le nom de mon album d'après. Le nom complet? Non, c'est des initiales. Ce sera toujours des initiales? Non. Quand l'album va sortir, il y aura... Ah, nanana, Ouais. c'est, ok, Ouais, d'accord. ouais. Ok, ça va. Mais peut-être je le dirai en off. Je sais pas. Ok, Mais d'accord. c'est les initiales. En fait, c'est l'album que je voulais faire à la base quand je suis parti en solo. Ok. Mais en fait, je voulais faire un album qui retraçait ma vie, tu vois. Et comme en fait, j'étais pas... Je pense que le gospel francophone n'était pas encore prêt à cet album-là, tu vois. D'autant plus que moi, quand je suis arrivé, donc quand je suis parti en solo, ben, j'étais le seul qui faisait ce que je fais maintenant. Donc, c'est-à-dire que, Avant-gardiste. oui, il y avait vraiment, bien sûr, en France, il y avait B-Ride, Big T, etc., et d'autres artistes, hein, c'est juste pour ne pas dire tous les noms, tu vois. Mais en fait, moi, Pour la Belgique, en tout ouais, cas. moi, je suis arrivé, non, dans la francophonie, je suis arrivé avec un style qu'il n'y avait pas, tu vois. Et donc, j'étais le premier à faire ce style-là, d'amener, tu sais, cette trappe américaine, ce côté stage, tu vois, parce que pour le gospel francophone, voir des gars en Adidas, Loxé, dans un caddie, sur une voiture, dans des trucs, ça n'existait pas du tout. Nulle part. Les seuls qui étaient avant moi, comme moi, c'était les Makoma. Tu vois, eux, c'est les seuls qui étaient aussi fous, on va dire, pour leur époque. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, on se dit, oh, ça y est, ça va. Mais à leur époque, quand ils ont sorti les clips, les gens, ils pétaient les plombs. Tu vois, Nathalie, elle avait des piercings, ils avaient des cheveux, ils étaient tressés, tu vois. Donc, les parents, des fois, ils câblaient, tu vois. Et ben, moi, quand je suis arrivé. Une folle. Ouais, vraiment. Et moi, quand je suis arrivé en 2015, c'était le même effet que ça a fait. Tu vois, et donc, oui, j'étais le seul. Et aujourd'hui, ça a ouvert la porte à d'autres personnes, tu vois. Donc, ouais, c'est vraiment ça. Ok. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, tu as sorti Road to MCX, Ouais. l'album.
qui est sorti, qui était incroyable d'ailleurs. Moi, honnêtement, Virtuose, c'était pas mon style de chanson. Mais après, j'ai discuté un peu avec toi et tout. J'ai commencé à écouter vraiment. Et Road to M6, je trouve que c'est le meilleur. Honnêtement. Merci. Avec Don Doigt. Elle écoutait Don Doigt, c'est mon son préféré. Ça, c'est méchant, ça. Ça fait plaisir. Tu présentes Road to M6 comme une sorte de renaissance, on va dire. Ouais. Qu'est-ce qui a dû mourir en toi, guérir en toi, ou même changer en toi pour que ce projet puisse naître? Il fallait que je me marie, que je perde des amis, que je perde de l'argent, que je perde l'appartement que je devais prendre pour que cet album existe. Ah ouais? J'ai dû, ouais. J'aurais pas fait le même album s'il m'était pas arrivé toutes ces dingueries. Et donc, quand tout ça a été fait, seulement t'as commencé à... Non, c'était pendant. L'intro, tu vois, tout ce que je dis, j'étais en plein dedans. Ah, ok. En fait, quand tu écoutes le son, des fois, quand j'écoute le son, je me souviens même de où j'étais physiquement quand j'écrivais ces phrases-là, tu vois. Donc, j'étais vraiment en plein dedans. Parce que moi, je trouve que écrire après, avec le recul, tu dilues. Ouais. Tu vois, et moi, je voulais que ça sorte comme je l'avais dans ma tête. Tu vois. Et encore, il y a des trucs que Azaya, il a enlevé, tu vois, et il a coupé parce qu'il s'est dit, non, si tu dis ça, c'est un peu trop, tu vois. Mais moi, je suis vraiment... ça sort comme c'est dans ma tête. Ouais, okay. Tu vois. T'es brut. Ouais. Et du coup, je devais vivre ça. Et on revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Tu sais, les gens ils disent, tu dois aller à la montagne, prier pour que Dieu te donne l'inspiration. Oui, parfois, mais parfois, il va utiliser aussi ta vie pour que tu puisses t'inspirer de ça et de faire des chansons qui vont lui rendre gloire, tu vois. Okay. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai fait cet album. J'étais tout le temps plein dedans. Et pendant qu'on faisait Road to M6, il y a Rafé, paix à son âme, qui est décédé, de la Drépano. D'ailleurs, je profite, pas de faire souci. petit placement de produit pour la Fondation Khalifa. Pour tous ceux qui connaissent pas, allez là-bas pour votre génotype, pour savoir de quel gène vous êtes et tout, etc. Parce que la Drépano, nous les Renois, ça nous fait beaucoup de mal. Ça nous fait du mal. Vois. Donc pendant qu'on faisait l'album, Rafé, il est décédé. Donc maintenant, en fait, je rentre dans un autre mood, tu vois. Et quand je faisais, par exemple, la chanson Missing Bro, c'est Rafé qui m'a enregistré. Et la semaine d'après, il est mort. Donc, tu t'imagines que j'ai cité des noms et j'ai dû retourner au studio, rajouter son nom. Alors que c'est lui qui m'a enregistré quand je faisais cette chanson. Je sais pas si tu captes à quel point c'est un truc de ouf, tu vois. Donc, vraiment, c'était vivre le moment, au moment où c'était là, faire le truc comme il vient. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pu faire cet album-là comme ça, tu vois. Sans ça, j'aurais pas pu. Ouais. Vraiment, j'aurais pas pu. Ça se ressent dans l'album, en tout cas. Que il est très émotif, je trouve, l'album. Même les paroles et tout. Ça se voit que tu vivais quelque chose, quoi. C'est pas juste écrire pour écrire, c'est de l'écriture. On va parler de Road Experience à Paris. Donc, Monsieur Virtuose ici, le 23 octobre 2026. Tu seras à l'Espace Grand Paris en concert. Ouais. Qu'est-ce que ces dates représentent? Pourquoi le 23 octobre? Parce que c'est 3 jours après mon anniversaire. Ouh. Mon anniversaire, c'est le 20 octobre. Donc, on va fêter mon anniversaire là-bas. L'anniversaire de Rema Boy aussi, parce qu'il est né aussi en octobre, quelques jours après moi. Mais je vais pas dire sa date, parce que peut-être que lui, il veut pas qu'on sache. Donc, mais en tout cas, sachez qu'il est né quelques jours avant moi. Et ça représente beaucoup pour moi parce que c'est ma première date solo à Paris. J'ai fait plein de concerts à Paris toute ma vie. Pourquoi Paris alors que tu es belge? Mais j'ai déjà fait Bruxelles. Ok, d'accord. Ouais, j'avais fait la Madeleine c'est vrai. en 2022. 2022. Et puis, le public parisien me disait, non, il faut quand même faire un truc à Paris et tout. Et puis, malheureusement, c'est un peu, entre guillemets, la malédiction des artistes belges. Je sais que les gens qui, il faut aller là-bas, faire ton trou et revenir ici pour que les gens d'ici puissent vraiment te considérer. C'est ridicule, les gars, changez. Vraiment, que Dieu nous aide. Parce que c'est terrible, vraiment, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Mais ouais, j'ai dû vraiment aller là-bas et
faire mon trou, comme on dit. Après, je sais que j'ai une communauté là-bas qui me suit depuis le départ, tu vois, parce que les premiers médias, par exemple, Gospel Urbain, c'est un des... Je pense que c'est pas le premier média gospel urbain. À Paris? Ouais, qui était à Paris, en tout cas, sous cette formule-là, tu vois. Donc, il y a plein de trucs qui faisaient que non. Fallait quand même que j'aille honorer le public français. Quand je faisais des scènes, je faisais des bons trucs, mais c'était jamais mes événements. J'étais invité à des événements. Mais là, pour le coup, je me suis dit, on va créer notre propre événement, notre propre expérience. Et venez, puisque ça va être le concert de l'année. Hein. Dingue. En tout cas, moi, j'y serais. Pourquoi avoir voulu proposer une expérience plutôt qu'un concert classique? Qu'est-ce que le public va ressentir ce jour-là? En fait, pourquoi je dis expérience? Parce que tu sais, concert, c'est vraiment l'aspect de juste faire un show. Mais l'expérience, c'est emmener les gens avec toi dans un processus. Et en fait, moi, dans ce processus, je vais passer par toutes les étapes par lesquelles j'ai pu faire mes dents, j'ai pu me forger, j'ai pu devenir l'homme que je suis aujourd'hui, tu vois. Et on va passer en revue justement tous les projets que j'ai faits. Donc, il y aura des morceaux de chacun de mes projets pour qu'en fait, à chaque fois, dans cette expérience-là, on comprenne, OK, émotionnellement, il en était là. Il était à ce moment-là de sa vie. C'est pour ça que cette chanson, il a fait comme ça, dans ce contexte-là. Et je trouve que c'est important parce que souvent, tu sais, comme j'ai dit tout à l'heure, nous, parfois, les artistes, nous idéalisent. On pense que oui, quand tu fais une chanson, tu es là au studio, tu as du jus à volonté, des trucs et tout, vous êtes là. Alors que parfois, en fait, tu viens te livrer à des moments où c'est hyper difficile, hyper complexe, tu vois. Et tu dois un peu te rendre vulnérable ou parfois même te mettre à nu pour que ce que tu vas dire dans la chanson ait réellement de l'impact dans la vie des gens, que c'est vraiment du sens, tu vois. Et donc ça, c'est toutes ces choses-là que je veux maintenant faire vivre aux gens en live pour qu'ils puissent se rendre compte justement de ce que c'est, de pourquoi c'était comme ça, et surtout d'où Dieu m'a tiré et où il est en train de m'emmener. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je parle vraiment d'expérience et pas simplement un concert classique, où ça va aller tout droit. Tu vois. Et quand ce concert sera terminé, qu'est-ce que toi, tu veux te dire à toi-même? Que j'ai pu emmener les gens dans mon expérience, mais que c'est que le début. Parce que là, en fait, ma carrière, elle va commencer après le concert. Ah là, ça va pas encore commencer. Non, ma carrière n'a pas commencé. Ah, ok. Elle va commencer après le concert. Ça va. Quand on va savoir c'est quoi MCX? Non, juste le 24 octobre, paf, ça va commencer. Ok. D'accord, ça va. Et maintenant, pour clôturer, parce que bientôt c'est fini le podcast. Malheureusement. Qu'est-ce que tu peux dire aux auditeurs ici? Qu'est-ce que tu peux leur donner comme mot d'encouragement? Comme, je sais pas, un petit truc à leur dire? Ce que j'aimerais dire aux auditeurs, c'est de vraiment se rendre compte de l'importance de la singularité dans la vie. Rendez-vous compte que vous existez pour une raison et que vous n'êtes pas là pour être la photocopie des gens. Vous avez peut-être, je sais pas, des pasteurs, des mentors, etc. Mais soyez vous-même. Parce qu'il est préférable que tu sois vrai avec Dieu pour qu'il puisse réellement te changer et faire de toi la personne que tu dois devenir. Il n'est pas bon de se donner des genres. Se donner un genre, c'est mettre une fausse carapace et le pire, c'est que souvent, même nous les humains, on arrive à percer cette carapace-là. Parce que quand t'es pas vrai, c'est difficile de pas être vrai toute ta vie. À un moment, ça va se révéler. Donc c'est important d'être vous-même, croyez en vous, croyez en Dieu, et Dieu vous a permis justement d'être sur cette terre parce que lui croit en vous. Donc apprenez aussi à croire en vous et à dépendre de Dieu. N'essayez pas de toujours avoir des intermédiaires entre vous et Dieu, parce qu'à la fin des fins, Dieu c'est votre Père. Et à la fin de votre vie, les gens ne seront pas là. Donc prenez vraiment du temps pour vous connaître, pour vous rendre compte de l'importance de la vie, de l'importance de la sincérité de vie. Et quand je dis la sincérité, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire d'erreurs, que tu ne peux pas te tromper, que tu ne peux pas mal faire. La sincérité, c'est de te rendre compte de qui tu es, l'embrasser et d'avancer avec ça. C'est ça la sincérité de la vie. Et de surtout ne pas manquer de prendre vos places pour le concert du 23 octobre à Paris, pour le Road Experience. Parce que moi, justement, c'est ce que je vais vous partager.
c'est cette face de moi que je vais vous donner parce que je crois que chacun, dans sa vie, est appelé à faire des grandes choses et qu'il y a de la place pour tout le monde si tout le monde reste à sa place. Ne vous mettez pas à la place des autres, ne parlez pas pour les autres, ne pensez pas pour les autres. Soyez vous-même, occupez-vous de vous, de ce qui vous concerne et les choses iront beaucoup mieux. Que Dieu vous aide, que Dieu soit avec vous et avec moi aussi et on est ensemble. C'est beau, c'est beau. Merci beaucoup, Virtuose, d'être venue sur rien. mon plateau. D'expérience. Parce que moi, par exemple, je suis quelqu'un, je n'aurais jamais cru avoir des artistes ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, je suis vraiment reconnaissante que tu aies pris mon média, on va dire, au sérieux. Merci. Et que tu sois venu aussi pour partager ta personne, ton parcours, qui tu es. Et donc, voilà, maintenant, comme il a dit, soyez conscient de votre singularité. Ne soyez pas dans des cases, soyez vous-même, aimez-vous aussi, ayez confiance en votre projet, en qui vous êtes. Et je vais vous mettre ici toutes ces informations, Instagram, YouTube, direction vers l'album aussi, toutes ces choses-là, également le lien pour aller à son concert. N'oubliez pas le 23 octobre 2026 à Paris. Et donc, merci beaucoup d'être venu et à la prochaine!